Absolument parfait. Il ne laisse aucune trace, il est déjà caché à l'intérieur de nos propres cellules. Et s'il s'échappe, ne serait-ce que d'une fraction de millimètre, il peut arrêter un cœur humain en quelques minutes. C'est glaçant, dit comme ça, mais c'est exactement la réalité de ce qu'on observe aux urgences. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette nouvelle analyse approfondie, on a rassemblé une montagne de documents médicaux, d'études et de protocoles. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de décrypter le dossier de ce tueur silencieux. Le coupable, c'est un simple ion, le potassium, ou K+. S'il dévie de quelques dixièmes de millimol dans le sang, c'est l'alerte rouge, l'hyperkaliémie. Tout à fait. Et pour bien comprendre cette menace qui ressemble vraiment à un thriller physiologique, on va explorer ça sous 3 angles. D'abord, la physiopathologie cellulaire, en gros, comment nos cellules gèrent ce fameux ion au quotidien. Le travail de fond, quoi. Exactement. Ensuite, on verra le diagnostic d'urgence avec l'ECG, l'électrocardiogramme, qui est littéralement notre alarme incendie. Et on finira par les protocoles d'intervention vitaux, stabiliser, redistribuer et éliminer. Pour notre audience, il faut vraiment imaginer que le corps, c'est comme une centrale nucléaire ultra sophistiquée. Le potassium, c'est le combustible. Au bon endroit, il donne la vie, il fait tourner le réseau, mais au mauvais endroit, boum, c'est l'explosion électrique. Bon, décortiquons tout ça. Avant de comprendre pourquoi la machine plante, regardons comment le combustible est stocké. C'est un peu comme un gigantesque coffre-fort de banque, non? C'est la meilleure image possible pour ce fil du rasoir, ouais. En temps normal, 98% du potassium est séquestré à l'intérieur de nos cellules. C'est notre grand réservoir intracellulaire. 98%, c'est énorme. Ah, c'est massif. Pour un homme de 70 kg, ça représente environ 3750 millimoles de potassium. Et la plus grande réserve, c'est le muscle squelettique, qui garde 2600 millimoles à lui tout seul. Du coup, si je reprends mon histoire de banque, 98% des billets sont enfermés dans la chambre forte des muscles, et il n'y a que 2% qui circulent librement au guichet, c'est-à-dire dans le plasma sanguin. C'est ça. Et la définition stricte de l'hyperkaliémie, c'est quand ces fameux 2%, donc la concentration plasmatique, dépassent strictement le seuil de 5,0 millimoles par litre. La norme normale, elle, est très serrée, entre 3,5 et 5,0. Mais c'est minuscule. On a un stock de 3750 millimoles d'un côté, et le sang panique si ça dépasse 5,0. Ouais, le plafond est très bas. C'est pour ça qu'une augmentation, même minime, reflète en fait un déséquilibre majeur. Une toute petite fuite des cellules vers le sang suffit à tout faire sauter. Et si cette constitution est brutale, le pronostic vital est engagé immédiatement. D'accord, mais justement, si un labo renvoie un résultat avec un potassium à 6 ou 7, les médecins doivent déclencher l'alerte générale. Comment ils font pour pas paniquer à chaque fois? Comment on différencie un vrai danger de mort d'une simple erreur de tube? Eh bien, il faut déjà écarter le piège clinique, la fausse alarme. Il y a une grande différence entre une vraie et une fausse hyperkaliémie. La fausse, c'est quand le potassium est libéré par les cellules sanguines uniquement à l'intérieur du tube de prélèvement. Ah, donc pas dans le corps du patient. Exactement. Il y a 3 causes majeures à ça. Déjà, l'hémolyse, si le garrot était trop serré, ou si le prélèvement était difficile, les globules rouges éclatent dans le tube. Ensuite, il y a la centrifugation tardive au labo. Le tube a juste traîné sur une paillasse, quoi. Voilà. Et la troisième cause, ce sont des états comme une hyperleucocytose, c'est-à-dire quand les globules blancs dépassent les 100 000 par millimètre cube, ou une thrombocytomie avec des plaquettes à plus d'1 million. Là, la coagulation dans le tube libère plein de potassium. Mais attendez, on a le chiffre sous les yeux. Comment on est sûr que c'est faux? En regardant le cœur. Si le labo dit que la kaliémie crève le plafond, genre supérieur à 6 millimoles par litre, mais qu'il n'y a absolument aucun signe à l'ECG, c'est une fausse alerte. Et dans ce cas-là, on fait quoi? On refait un prélèvement, mais hyper délicatement, à la seringue, sans utiliser le système de vide, et surtout sans garrot. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que supposons que l'alerte soit vraie. Le labo confirme, l'ECG commence à déconner. Comment le corps gère normalement la sécurité de cette frontière cellulaire? J'aime bien imaginer la pompe NAC ATPase comme une équipe de videurs à l'entrée d'une boîte de nuit. C'est tout à fait ça. Ce vigile cellulaire bosse sans arrêt pour maintenir l'équilibre. La pompe fait entrer 2 ions potassium dans la cellule, tout en jetant 3 ions sodium vers l'extérieur. Donc on attrape 2 VIP, les potassiums, pour les faire entrer, et on vire 3 indésirables, les sodiums. Et comme on sort plus de positifs qu'on en rentre, ça crée une tension. Ouais, cette asymétrie crée le potentiel de repos membranaire. C'est ce qui rend possible l'excitabilité neuromusculaire. Mais ces videurs, ils ont parfois besoin de consignes pour accélérer. Le boss de la boîte qui dit de faire rentrer plus de monde. C'est ça. Ces stimulateurs, ce sont l'insuline et les catécholamines, qui ont un effet bêta-adrénergique. Ils forcent l'entrée du potassium. A l'inverse, on a des inhibiteurs des facteurs de fuite, et le pire d'entre eux, c'est l'acidose métabolique hyperchlorémique. Mais il y a un détail très précis là-dessus dans nos sources, c'est pas n'importe quel acide qui fait ça, hein? Non, distinction hyper importante. Les acidoses organiques, comme l'acidose lactique ou l'acidocétose, elles n'ont pas ou quasiment pas d'effet sur ce transfert. C'est vraiment l'acidose hyperchlorémique qui fait fuir le potassium hors de la cellule. Ok, donc ça, c'est la gestion au niveau de la porte de la boîte de nuit. Mais au niveau de la ville entière, faut bien évacuer les excès. Exact. Et là, on parle de l'homéostasie externe. C'est géré par le rein. Plus précisément dans le néphron distal. C'est là que l'aldostérone vient stimuler l'excrétion du K+, par des canaux spécifiques qu'on appelle ROMK. Ce qui est dingue, c'est que ce système ne dort jamais, et il anticipe même nos repas. Ce qui est fascinant ici, c'est la précision de cette horloge biologique. L'excrétion suit un rythme circadien. Il y a un pic d'élimination à midi et une vallée, un creux à minuit. Et surtout, il y a ce fameux feed-forward positif. Le corps qui anticipe le potassium avant même qu'il arrive dans le sang. Oui, le simple fait de manger envoie un signal qui force le rein à se préparer, avant même que l'élévation sanguine n'ait eu lieu. C'est brillant. Mais alors quand tout ça s'effondre, quand les videurs sont KO et que les reins lâchent, quels sont les symptômes physiques? Le corps s'éteint, c'est ça? Lentement, oui. La symptomatologie clinique vient de l'hypoexcitabilité des membranes. Souvent, ça commence par des paresthésies, des picotements ou des brûlures aux extrémités. Ensuite, on a une progression ascendante. Ascendante, donc des pieds vers la tête. C'est ça. Une paralysie flasque qui part des membres inférieurs et remonte. Quand ça touche les muscles respiratoires, le patient ne peut même plus maintenir sa tête droite. Oh waouh. Et côté hémodynamique, c'est la chute. Baisse de la contractilité myocardique, hypotension, ce qui est un signe de gravité majeure. Si on voit une paralysie flasque, c'est l'urgence absolue. L'arrêt cardiaque est imminent. Faut faire une pause là-dessus. Souvent, avec un excès de combustible, on imagine un cœur qui bat à 200 à l'heure, qui s'emballe, mais là c'est le contraire.
Il ralentit jusqu'à devenir une espèce de vague molle. C'est très paradoxal. Le cœur est paralysé, il s'étouffe. C'est pour ça que la règle d'or, c'est de faire un ECG immédiat, au moindre soupçon, avant même la biologie. Et cet ECG, il montre 5 étapes de dégradation. Racontez-nous la première. L'étape 1, c'est l'apparition d'ondes T pointues et symétriques. Elles deviennent si amples que le dépasse l'onde R. Le tracé s'étire vers le haut. D'accord. Et l'étape 2. Là, on a une diminution puis une disparition de l'onde P. L'électricité ne passe plus bien dans les oreillettes. Il y a des blocs de conduction. L'étape 3, ça se resserre encore. Oui, on a un élargissement des QRS, le cœur galère à contracter les ventricules, ce qui mène direct à l'étape 4, l'urgence absolue. Une bradycardie avec un QRS très large qui devient un aspect en sinusoïde, le sine wave pattern. Juste une vague plate, terrifiant. Et l'étape 5? Stade terminal, la systolie ou la fibrillation ventriculaire. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? On connaît l'arme, le potassium. On connaît la scène de crime, l'ECG. Mais qui sont les coupables qui font péter le coffre? Il y a l'excès d'apport. L'excès d'apport est très rare à lui seul, sauf si le patient a déjà une insuffisance rénale ou reçoit des perfusions massives. La vraie grosse cause, ce sont les transferts massifs, la sortie brutale des cellules. Le coffre dynamité. Ça arrive comment? Par lyse cellulaire, une rhabdomyolyse, un écrasement musculaire, ça libère direct les 2600 millimoles dans le sang. Pareil pour les grosses brûlures, le syndrome de lyse tumorale ou une hémorragie digestive. Et il y a l'acidose, on a dit. Oui, mathématiquement, pour chaque baisse de 0,1 du pH sanguin, le potassium monte de 0,5 millimoles par litre. On note aussi l'exercice intense et l'hyperosmolarité. Mais les grands fautifs de ce transfert, ce sont souvent les médicaments ou les toxiques. Attendez, les médicaments. Et oui, les bêta-bloquants non sélectifs par exemple, l'intoxication digitalique qui inhibe carrément la pompe, la succinylcholine en anesthésie ou les agonistes alpha. D'accord. Donc ça, c'est pour la destruction et le blocage. Mais la cause la plus fréquente, c'est le rein qui fait plus son boulot, non? Absolument. La réduction de l'excrétion rénale, insuffisance aiguë ou chronique. Il y a aussi les déficits en minéralocorticoïdes, comme la maladie d'Addison, ou le syndrome d'hyporéninisme hypoaldostéronisme qui est super fréquent chez les patients atteints du VIH ou de diabète. Mais là où c'est tragique, ce sont les causes iatrogènes. Les médicaments prescrits pour soigner d'autres trucs. On a les inhibiteurs du SRAA, comme les IEC, les ARA2, les inhibiteurs de la rénine, les antagonistes de l'aldostérone, comme la spironolactone. Sans oublier les ANS, l'héparine, la cyclosporine, ou les bloqueurs des canaux sodiques, comme l'amyloride et le trimétroprime. C'est fou, on prescrit ces trucs pour protéger le cœur, et ils peuvent causer un arrêt cardiaque en bloquant l'excrétion. Cela soulève une question importante sur la gestion des patients. Faut surveiller la fonction rénale et la kaliémie, comme le lait sur le feu, avec ces traitements. Bon, le diagnostic est là. Le patient a des vagues sinusoïdales sur l'ECG. Faut désamorcer la baume. Alors là, on a 3 stratégies. 1. Protéger le cœur. 2. Déplacer vers la cellule. 3. Éliminer hors du corps. Mais l'algorithme dépend de la gravité. Si on est en hyperkaliémie modérée, donc moins de 7, et pas de CG menaçant. On reste calme, on arrête les apports et les médicaments en cause, on donne des résines et un peu d'insuline ou de salbutamol pour redistribuer. Mais si c'est sévère supérieur à 7, ou plus d'ondes P, ou QRS large, là on sort l'artillerie lourde. Le protocole sauve. C'est littéralement une équipe de déminage. Oui, et dans un ordre strict. Étape 1, on met un bouclier sur le cœur. Des sels de calcium en intraveineuse, généralement 1 à 2 ampoules de gluconate de calcium à 10%, Ça marche en combien de temps? en 1 à 3 minutes. Par contre, ça n'a aucun effet sur le taux de potassium, ça protège juste le cœur. Et attention, risque d'hypercalcémie. Et si l'hypercalémie est due à une intoxication digitalique, le calcium est formellement proscrit. Notez. Étape 2. On repousse la bombe dans la cellule. On perfuse un soluté glucosé à 10% avec de l'insuline rapide, entre 10 et 15 UI. Ça agit en 20 à 30 minutes et ça baisse le K+ de 0,8 millimoles. Il y a un risque d'hypo ou hyperglycémie, évidemment. On peut aussi utiliser du salbutamol en nébulisation, ça met 30 minutes, ça baisse de 0,5, mais ça donne de la tachycardie. Et pour l'étape 3, du salué. Le bicarbonate, mais uniquement s'il y a une acidose hyperchlorémique pure et sans OAP, un œdème aigu du poumon. Parce que ça met 4 à 6 heures à agir pour baisser de 0,5 et ça apporte beaucoup de sel, donc gros risque de surcharge hydrosodée. Ce qui nous mène à l'élimination définitive du corps, le furosémide. À forte dose, oui, surtout s'il y a OAP. Ça prend 1 à 4 heures, c'est temps prévisible et un risque d'hypovolémie. Et si les reins sont en grève totale? L'hémodialyse en extrême urgence. Ça agit en quelques minutes, ça enlève 1,5 millimoles par heure, très efficace, mais le patient est super instable. Ouf, bombe désamorcée. Mais l'histoire s'arrête pas là. Faut éviter que ça recommence. Le traitement chronique. Principalement des résines échangeuses d'ions orales, comme le caexalate, 15 à 30 grammes, toutes les 4 à 6 heures. Ça capte le potassium dans l'intestin. On peut le faire en lavement, mais attention au risque de nécrose digestive. Plus des diurétiques hypokaliémiants, un régime pauvre en potassium et on vire les médicaments responsables. Il y a des antidotes spécifiques pour les cas rares, genre les intoxications? Oui, c'est passionnant. Pour la digitalique, on l'a dit, pas de calcium. L'antidote, ce sont des anticorps spécifiques, le digidote. Et pour l'hypoaldostéronisme, on traite avec la 9-alpha-fluorohydrocortisone pour restaurer la sécrétion tubulaire. C'est fou d'utiliser des anticorps pour un truc aussi ciblé. Si on relie ça à la vue d'ensemble, traiter la cause fondamentale, c'est la seule façon de guérir vraiment à long terme. C'est vertigineux, franchement. Des réserves cellulaires massives, un équilibre de quelques dixièmes de millimoles dans le sang, et tout peut basculer à cause d'une pilule ou d'un rein fatigué. Complètement. C'est une prouesse d'équilibriste. Et ça fait réfléchir pour le futur, surtout quand on repense à ce fameux feed-forward positif. Quand le corps anticipe le repas. Oui. Serait-il possible demain d'utiliser des implants biométriques ou neurologiques qui reproduiraient ce signal? On forcerait le corps à purger ses excès métaboliques avant même que la maladie ne se déclare cliniquement. On hackerait notre propre alarme pour éliminer le danger avant qu'il n'existe. Voilà une idée incroyable sur laquelle on va laisser notre audience méditer. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie. On se retrouve très vite pour décortiquer d'autres mystères médicaux.